Maintenant, nous passons au débat. Nous avons maintenant un invité qui nous parlera économie. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous le député, l'ingénieur Omar Kamel, secrétaire du comité de la planification et du budget au Conseil des députés. Vous êtes le bienvenu. C'est un honneur que vous êtes venu aujourd'hui pour discuter avec nous, pour répondre à maintes points d'interrogation qui hantent les esprits de l'opinion publique. C'est à vous aujourd'hui de leur expliciter leurs points obscurs. Au début, Monsieur le député, nous voulons savoir le comité de planification et du budget au Conseil des députés, quel est son rôle et ses prérogatives. Nous pouvons résumer son rôle en ces mots. Le Conseil des députés se compose de 25 comités qui relèvent des ministères de la République. Chaque comité est responsable d'un travail étroitement lié au ministère dont il relève. Ce comité est chargé d'élaborer des comptes définitifs sur les exercices financiers à venir ou précédents. C'est le rôle du comité de la planification. C'est un planificateur du budget de l'État pour une année à venir. Quel est le rôle? Son rôle elle a aussi un rôle de surveillance sur le budget de l'État, sur les recettes et les dépenses de l'État. Oui, elle a un rôle en tant que surveillance sur les dépenses et les recettes. Après un compte rendu obtenu de l'audit et soumis à l'audit des ministères, c'est à nous aussi de suivre la surveillance. Le comité. Quelles sont les conditions qui influencent sur la prise d'une décision? Quelles sont les raisons pour lesquelles ce comité peut refuser un budget présenté par le gouvernement? Ce budget concerne un exercice financier pendant un an à venir. Les objectifs, c'est de diminuer le déficit budgétaire. Si le gouvernement nous soumet un budget avec un déficit élevé, donc dans ce cas, on refuse ce budget. On discute avec le gouvernement des différents points inclus dans ce budget pour réduire le déficit budgétaire. Si nous parlons des responsabilités, si nous parlons du budget affecté à chaque ministère, sur quels sont les critères selon lesquels on évalue, on précise un budget, on consacre un budget précis à un ministère, selon les responsabilités de chaque ministère et conformément à la Constitution, comme le ministère de la Santé, par exemple, de l'Éducation, sont liés à des budgets déjà inclus, compris dans la Constitution. En ce qui concerne le ministère de la Santé, c'est le comité de santé qui surveille le budget du ministère. Mais pour le comité de la planification et du budget, il est responsable de la surveillance du budget du gouvernement au total. Le ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique nous a soumis l'année dernière des budgets
ont demandé un budget auprès du Conseil de sécurité, auprès du Conseil des députés, mais nous n'avons jusqu'à présent pas soumis les rapports requis. Les ministères que vous venez de signaler, comme la santé, l'éducation et la recherche scientifique, ça touche au peuple, à la population, comme le ministère d'approvisionnement aussi. Si le Conseil des députés suspend l'affectation, l'allocation des sommes requises par ces ministères jusqu'à recevoir les rapports requis de ces ministères. Donc, ça va beaucoup affecter les citoyens. Nous avons demandé déjà l'année dernière des ministères, de changer leur présentation de leur budget. Et nous avons réussi à surveiller. Et ces ministères ont accepté, ont approuvé notre demande. Ils vont nous présenter une étude bien détaillée sur leur budget. Donc, il y aura donc une coopération, il y a une coordination, une coopération entre votre comité et les autres comités concernés pour savoir toutes les sommes allouées aux différents ministères. Par exemple, si le ministre de la Justice nous demande qu'il a besoin d'installer 10 tribunaux, 10 nouvelles tribunaux. Donc, il va demander une grande somme, un tel budget. On va lui demander la raison. C'est pour, par exemple, diminuer le temps, la durée de l'étude des procès devant les tribunaux. Donc, au cas où je décide de lui consacrer le budget qu'il a revendiqué pour diminuer le temps de l'étude des procès, de l'examen des procès devant les tribunaux. Le comité de la planification et du budget est chargé aussi de surveiller tous les primes des employés dans chaque ministère, les dépenses, les recettes de chaque ministère. Nous lisons toujours dans les quotidiens que les salaires de certains employés, de hauts responsables dans ces ministères touchent de grands salaires. Nous voulons tirer parti de votre présence aujourd'hui avec nous pour nous expliciter ce point. Par exemple, on dit parfois que si un ministre, par exemple, a une mission dans une région quelconque, il peut prendre un avion, par exemple. Comment donc surveiller ou limiter les dépenses, les recettes, les dépenses de chaque ministère? Je voudrais rassurer tous les citoyens. Les dépenses gouvernementales comprennent la maintenance des bâtiments gouvernementaux, des installations gouvernementales, la maintenance des véhicules, des automobiles, les dépenses sur les visites et les séjours. L'année dernière, on dépensait sur tout cela en moins 40 milliards de livres égyptiennes. L'année d'avant, c'était 36 milliards de livres égyptiennes. Si nous par exemple, évaluons aujourd'hui, si nous mesurons aujourd'hui ces dépenses par rapport à la valeur de change de la livre égyptienne, nous allons remarquer que les dépenses ont diminué et n'ont pas augmenté parce que si on fait un rapport entre le prix de la livre égyptienne aujourd'hui et les dépenses, on va remarquer qu'il y a une réduction dans les dépenses des différents ministères.
Vous avez déjà parlé dans un entretien, dans un précédent, d'une défaillance fiscale. Malheureusement, nous sommes une société indisciplinée en matière des impôts. Au moins, un grand pourcentage de la population fuit du paiement des impôts. C'est pourquoi c'est très difficile pour nous d'appliquer le système d'une assurance santé, parce que pour appliquer un tel système, on a besoin d'une population qui paye régulièrement tous ces impôts. Si je touche en tant que citoyen, si je touche 10 000 livres, alors je dois dépenser un certain pourcentage de ces 10 000 livres pour recevoir en échange une assurance santé. Sinon, ça serait impossible. Moi, personnellement, je suis contre l'augmentation, la hausse des taxes, mais je suis pour la collecte sévère de tous les citoyens et de ne pas permettre à quiconque de fuir des impôts, du paiement des impôts. Nous avons formé un sous-comité qui relève du comité de la planification et du budget pour suivre la collecte, la perception des impôts. En ce qui concerne le rapport fiscal, chaque employé dans l'État doit présenter un rapport fiscal. Vous parlez d'une fuite des impôts, des hommes d'affaires ou non, je parle de tous les citoyens. Aucun employé, aucun homme d'affaires qui ne signale, n'avoue ouvertement ses bénéfices, malheureusement. Donc, c'est une fuite des impôts, du paiement des impôts. Mais c'est mieux de fuir même, de faire une carte, un certificat d'impôt. Si tout le monde paye ses impôts, il n'y aura plus un déficit budgétaire et les services seront beaucoup améliorés. Et c'est ce que nous essayons d'atteindre dans l'avenir, d'impliquer la majorité de la population, de la plus grande partie de la population dans le système fiscal. Si nous parlons de la décision, de la libération du cours de change de la livre égyptienne face au dollar, quelles étaient les prévisions au début et les résultats sur lesquels cette décision a débouché. Cette décision a débouché. La décision de la libéralisation de la livre égyptienne, c'était une décision très difficile parce qu'après une telle décision, tous les citoyens souffrent. C'est tout à fait comme un remède âpre. Nous étions contraints de prendre ce cachet, ce remède. Mais nous avons beaucoup tardé à prendre cette décision courageuse. Mais il y a beaucoup des bénéfices qu'on va tirer de cette décision. Premièrement, la libération de la décision économique du pays. L'État a pu récupérer 14 milliards, au moins 14 milliards de dollars après cette décision. Donc les réserves en devises étrangères ont augmenté. Donc ces 14 milliards ont relancé, ont ravivé les banques.
égyptienne, il n'y a pas maintenant une liste d'attente d'accréditation. Il n'y a aucune entreprise sur la liste d'attente d'accréditation d'accréditation en dollars. C'est une des grands bénéfices. C'est vrai, nous souffrons, nous allons souffrir, mais enfin, nous allons recueillir les fruits. Vous venez de dire qu'après une telle décision, il y aura une souffrance. Quels sont les indicateurs de l'amélioration de l'économie égyptienne? Qu'est-ce qui va garantir que les devises étrangères seront désormais disponibles sur le marché? Les indicateurs, c'est qu'avant le 3 novembre dernier, les transactions étrangères dans la bourse égyptienne étaient négatives. Mais après cette décision prise le 3 novembre, le net des transactions étrangères est plus de 2 milliards de dollars. Donc ce sont des dollars qui ont afflué à l'intérieur de l'État. Notre exportations aussi ont augmenté de 3%. Je parle des exportations agricoles parce que le prix du produit agricole est devenu maintenant un produit compétitif sur les marchés étrangers. Et en même temps, il répond aux indicateurs d'évaluation. Il y a aussi le fait aussi de libérer le cours de change aussi, c'est que les gens qui veulent vendre leurs dollars, ils vont les vendre à la banque et non pas sur les marchés noirs. Si nous parlons de la subvention, et au cours de cette année, les citoyens ont beaucoup souffert des décisions sur la réduction des subventions. Est-ce que je voudrais vous rassurer, le nouveau budget de l'Égypte, la subvention des citoyens, les sommes allouées à la subvention des citoyens seront beaucoup plus grands que dans les budgets précédents. Nous élaborons actuellement une base de renseignement pour s'assurer que les subventions sont acheminées aux citoyens qui le méritent. Parce que si un citoyen de haut niveau, par exemple, pourquoi profite-t-il de la subvention alors qu'il ne le mérite pas? Donc les subventions doivent profiter aux citoyens à faible revenu. Ceux qui méritent les subventions sont les retraités, par exemple, ceux qui n'ont pas des propriétés ou les employés, tous les employés de l'État, ce sont eux qui méritent les subventions. Mais si un propriétaire qui possède, par exemple, 10 fédans, il ne mérite pas d'être subventionné. Si quelqu'un possède 5 ou 6 automobiles, il n'a pas le droit de profiter de la subvention.
Mais il faut reconnaître que c'est une catégorie, une petite catégorie de la société. Non, ce n'est pas une petite catégorie. Nous avons dans le comité d'enquête, nous avons découvert que 2 millions que 50 millions de citoyens profitent de la subvention du pain, alors que seulement 20 millions seulement qui doivent profiter de la subvention du pain. Donc, ce sont des gens donc, qui exploitent la subvention. Malheureusement, la carte d'approvisionnement, la carte du pain, sont exploités par des gens qui ne respectent pas les décisions du gouvernement. La surveillance aussi des boulangeries, aussi. On a besoin d'intensifier la surveillance sur les boulangeries parce que parfois on paye, on signale, on enregistre des dépenses sur des cartes à puce d'approvisionnement, alors qu'aucun citoyen n'a profité. La carte d'or, il y a une catégorie des boulangeries qui possèdent la carte d'or, parce que celui qui a perdu sa carte peut recevoir sa quote-part de pain. Mais malheureusement, il y a des contraventions et des infractions. Donc, la décision de la carte d'or prise par le ministre d'approvisionnement était totalement correcte. L'État a émis beaucoup de cartes. Ces cartes, on trouve... Où sont ces cartes? Ce sont des... Nous parlons à présent d'une crise sur le marché d'automobile. Quelles sont les mesures prises pour résoudre à cette crise? Ce n'est pas une crise sur le marché, il ne s'agit pas d'une crise sur le marché d'automobile, mais après la libéralisation du cours de change, le prix des automobiles a doublé. Et donc, les prix d'automobiles sont à présent insupportables, ne sont pas abordables pour les citoyens. Maintenant, on prétendait autrefois que la cause de la hausse des prix des automobiles, c'est la hausse du prix de $. Cependant, pour autant, après la libéralisation du prix du cours de change de la livre égyptienne, les prix des automobiles demeurent très élevés. Donc, c'est de l'avidité de la part des commerçants. En ce qui concerne le dollar douanier et le dollar douanier que les importateurs reçoivent à un prix. Le dollar douanier, c'est un dollar que l'importateur, qu'on accorde à l'importateur. On a fixé le dollar douanier pour les importateurs pour une quinzaine de jours. Chaque 15 jours, on décide le prix du dollar douanier pour que les importateurs savent
combien ils vont payer sur leurs importations. Malgré toutes ces décisions adoptées par le gouvernement, il y a eu hausse des prix, la flambée des prix, on souffre de la flambée des prix. Malheureusement, c'est l'avidité du commerçant. Si on augmente si le prix du dollar augmente, donc il hausse les prix des marchandises. Mais si les prix de dollars diminuent, il ne diminue pas le dollar. Il ne diminue pas le prix de leurs marchandises. Comment donc contrôler le marché? Comment contrôler, encadrer la flambée des prix? Est-ce que c'est une responsabilité du gouvernement ou une responsabilité des citoyens? Est-ce qu'on doit boycotter ces commerçants? Non, on doit insister à recevoir des factures des commerçants. Mais si le commerçant vend ses marchandises sans facture, alors il pourrait procéder à des contraventions et des infractions. والاستهلاك وكمان يعني بنتوقع ان يعني في مصريين كتير بيحبوا في شهر رمضان ان هم يعني يؤدوا فريضه او يؤدوا العمره كسنه في شهر رمضان فده يعني هيحتاج اموال وعملات en ce qui concerne En ce qui concerne l'approche du mois de Ramadan, tous les citoyens craignent la hausse du prix de dollars. Et par conséquent, la flambée des prix de toutes les marchandises. Le comité de la planification et du budget a donc pris en considération ce mois sacré et comment faire face aux crises qui pourraient advenir au cours de ce mois. On prévoit qu'il y aura une pression sur la livre égyptienne au cours des mois prochains. Parce que les noix, par exemple, qu'on importe et les marchandises qu'on importe pour le mois de Ramadan, ça va augmenter le prix du dollar. Donc, c'est ça qui fait la pression. Pourquoi on peut se passer des noix? On peut se passer. Donc, nous misons actuellement sur le fait qu'il y a beaucoup de produits auxquels nous pouvons se passer. Mais si nous souffrons, s'il y aura une pression sur les marchés pendant les 3 mois, au cours des 3 prochains mois, donc c'est mieux que d'autres fois, alors qu'il y était. Monsieur l'ingénieur député au Conseil des députés et secrétaire du comité de la planification et du budget au Conseil des députés, vous étiez le bienvenu. Chers spectateurs, c'est ainsi qu'on termine cette édition. Notre Bonjour l'Égypte. Merci pour vous d'être parmi nous et regarder cette édition et passer d'agréables moments avec la suite de nos programmes pour aujourd'hui. Merci.